Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois de mars. Vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game, évidemment, mais c'est Martin Lafrenière de la zone Jeux de société qui vous souhaite la bienvenue encore une fois pour un mois rempli de surprises, de jeux, de découvertes et surtout plein de gens qui vont vouloir vous peut-être donner des petites idées pour vous acheter un jeu pendant le mois d'avril. Moi, de mon côté, je suis tout juste de retour d'un voyage qui m'a amené à Washington et à New York avec mes élèves. Donc, ça a été un sevrage difficile, passer presque une semaine sans jouer à des jeux de société, mais ça m'a permis de réfléchir beaucoup à mon coup de cœur du mois de mars. Et pour le mois de mars, c'est assez bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais vous dire Frosthaven. Frosthaven qui m'a beaucoup impressionné parce que je dois vous avouer que j'ai pris le jeu un petit peu pour le plaisir de le présenter sur la chaîne. Et parce que Gloomhaven, j'ai fait le tour de Gloomhaven. J'ai joué peut-être une quinzaine de parties avec ma conjointe. On a fait le tour de quelques missions. Puis, à un moment donné, on s'est tanné parce qu'on avait de la difficulté à réussir les missions. Et je trouvais que ça devenait un peu redondant, malgré que le jeu, je le trouvais quand même assez plaisant. Mais vous savez, Gloomhaven, ça reste quand même un jeu qui est très la même chose. Hein? On fait des combats par-dessus combats. Alors, Frosthaven, ça ne me disait pas grand-chose, mais on me disait à droite et à gauche qu'ils avaient amélioré certaines choses. Et donc, je me suis procuré, j'ai lu les instructions qui sont sensiblement les mêmes. J'ai pris le temps de connaître les personnages, de peindre les figurines, et puis je me suis installé pour faire une campagne avec ma conjointe. Et je dois vous avouer que nous avons joué, je pense pour l'instant, au moment où j'enregistre ceci, nous avons joué 6 missions. On a gagné la majorité des missions. Il y a juste la dernière qu'on a ratée. C'était notre première défaite. Mais ce qui change beaucoup dans Frosthaven, c'est définitivement cette fameuse phase de Outpost ou la phase de construction de Frosthaven, parce que si vous commencez donc le jeu, évidemment, vous allez commencer dès le début, vous allez vous rendre compte que Frosthaven, malheureusement, va être complètement détruit et ça va être notre rôle de prendre le temps de justement reconstruire Frosthaven. Et j'ai l'impression que c'est un jeu qui ont rajouté un petit peu plus de collection de ressources. Les loots, maintenant, c'est pas simplement des pièces d'or. On peut ramasser des ressources, on peut ramasser du fer, on peut ramasser des pots, et ça, du bois. Et ça va nous permettre de reconstruire des bâtiments. Et dans la phase de Outpost, bien, on va avoir des habilités spéciales, des actions qu'on va pouvoir accomplir pour améliorer nos personnages, pour aller chercher de nouveaux items, pour pouvoir mieux nous équiper. Et cette partie, je la trouve très engageante. Et pour l'instant, les deux personnages qu'on utilise, Hélène et moi, dans notre campagne, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup mon personnage, qui est un personnage qui manipule le temps. Et Hélène, elle a un personnage qui utilise des bannières et qui a beaucoup aussi de la possibilité de faire apparaître des amis. Donc, ça nous aide beaucoup dans nos combats. Je trouve que les deux personnages sont très synergiques, ils fonctionnent très bien ensemble. Et on a beaucoup de plaisir. On a surtout compris une chose qui est bien importante. C'est, hey, quand tu as des dégâts, acceptez les dégâts, puis tout de suite, ne vous débarrassez pas de cartes pour annuler les dégâts, à moins que ça en vaille vraiment la peine. Et je pense que c'est cette meilleure interprétation des stratégies qui nous a permis d'apprécier Frosthaven. C'est un jeu qui est un peu dispendieux, puis la question vraiment importante, c'est est-ce que je pense que Frosthaven va être obligatoirement un achat pour ceux qui ont Gloomhaven? Ça, c'est une question qui est un peu difficile, puis dans les supposément 3 minutes que David me donne pour vous parler, que j'ai dépassé là, je pourrais pas vous répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que Frosthaven, en tant que jeu, il est vraiment très bon. Il dépasse pour l'instant mes attentes. Ils ont essayé de faire un organisateur à l'intérieur qui fonctionne
Pas vraiment. Je m'en suis procuré un qui me reste à monter. Je vous en parlerai sur ma chaîne de tout ça. Mais voilà, mon coup de cœur, c'est Frosthaven. Et là, maintenant, ben, j'ai assez parlé et on va passer au prochain. Donc, à toi, vas-y, dis-nous, c'est quoi ton coup de cœur? Bonjour Internet, Pierre-Louis Renaud pour E2Game. Mon coup de cœur ce mois-ci, il s'agit du jeu Mindbug de Richard Garfield, le créateur de Magic. Et cette toute petite boîte de jeu-là nous propose une expérience. C'est un jeu de cartes simple, chaotique, qui s'inspire beaucoup de Magic, Keyforge, donc des titres bien connus de Monsieur Garfield. L'idée ici, c'est qu'on a un deck commun. Donc le jeu, c'est juste ça, c'est un gros paquet de cartes avec des créatures qui ont des forces, qui ont des habiletés, donc un certain nombre de mots-clés. Ça va nous rappeler beaucoup justement Keyforge un peu, on va créer une ligne de bataille. Mais la twist, c'est qu'on n'a pas notre deck à nous. On commence avec un deck aléatoire constitué de 10 cartes prises de cette pioche-là. Donc on a 5 cartes en main en début de partie et 5 dans un draw pile, notre petite pioche personnelle. Et comme c'est un peu aléatoire, on ne sait pas si on va se retrouver avec des créatures qui sont très 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 fortes, ou qui sont très furtives, ou qui ont des habiletés un peu tricky, des genres de combos. Et donc il y a un côté un peu chaotique, peut-être qui rappelle un petit peu Munchkin. Mais là où le jeu est vraiment malin, c'est que chaque joueur a aussi 2 cartes Mindbug. Ce qui fait que à ton tour, si tu déploies une créature, t'expliques son pouvoir à l'autre, ton adversaire a toujours l'option de retourner, d'utiliser un de ses Mindbugs et de prendre le contrôle de la créature que tu viens de déployer. Donc, ça fait que oui, il y a un petit côté un peu magique aléatoire, chaotique, un peu imprévisible, incontrôlable, mais en même temps, il y a aussi la dimension guerre psychologique, bluff. Est-ce que c'est réellement la créature la plus puissante que mon adversaire a en main? Ou est-ce qu'il essaie de me faire utiliser mes Mindbugs et qu'il garde en réserve au fond de sa main une créature qui est terrifiante? C'est vraiment très intéressant, c'est super rapide, les parties vont prendre 5 à 10 minutes, ça roule, ça roule. Donc oui, autant pour les gens qui veulent un jeu très accessible où tu peux jouer avec n'importe qui, mais aussi pour les fans de deck building qui veulent un petit peu, comment dire, est-ce que tu es capable avec une main aléatoire de quand même tirer ton épingle du jeu? Moi j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Fait que Mindbug, c'est un jeu de Richard Garfield et bonne chance tout le monde, j'espère que vous n'êtes pas trop affectés par le verglas si vous vivez au Québec parce que hey, c'est pas beau. Ciao, ciao! Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois de mars, c'est Gascony's Legacy. C'est un jeu de combat tactique de 1 à 4 joueurs dans les thématiques des 3 mousquetaires. Ce jeu-là fait partie de la collection Legacy de Lynnvander Games. Il y en a 5 en tout, si je me trompe pas, incluant celui-là. Il y en a un qui c'est Albion's Legacy, qui est là, sous la thématique du roi Arthur. Il y en a un qui est la thématique de Peter Pan. Puis il y en a un autre aussi sous la thématique de Robin des Bois, Sherwood's Legacy, je pense. Bref, il y en a 5. Puis ça, c'est un des plus récents. Je pense pas que c'est le dernier, mais je suis pas certain. Parce que c'est un petit peu obscur, ces jeux-là. On les voit, je les ai vus passer une fois là, sur Kickstarter, il y a longtemps, celui de Albion's Legacy. Mais je les ai pas revus sur mon radar du tout depuis, là. Donc, mais je vous dirais que j'ai été agréablement surpris. Ce jeu-là, il est quand même très complet. Vous avez là une bonne rejouabilité. Puis c'est du combat tactique où ce qui est important d'avoir là le facing de votre personnage. Parce qu'il y a une arme à main gauche, une arme de la main droite. Puis c'est ces 2 armes-là qui vont dicter là, où sont vos angles d'attaque devant vous sur les carrés. Puis, c'est vraiment coopératif, c'est très technique parce que vous devez vraiment vous protéger les uns les autres, donc tous pour un pour tous, parce que s'il y a des ennemis dans votre angle mort puis qui vous attaquent, ça peut être mortel dans ce jeu-là. Donc, bref, c'est un petit bijou qui a été découvert. Je vous dirais qu'il n'est pas trop cher. Il y a 2 petites expansions. Il y en a une qui va vous ajouter la thématique de l'homme au masque de fer, puis l'autre la thématique du comte de Monte Cristo. Puis, les histoires à l'intérieur, semblerait-il, qui suivent vraiment les romans. Je ne les ai pas lus, mais il semblerait que ça suit vraiment des événements que dans le roman. Puis, vous jouez ça, les cartes de ces histoires-là, vous avez soit un combat tactique à faire, ou soit qu'il y a un événement qui vous allez donner un choix à faire. Donc, vous pouvez accumuler des ressources, vous pouvez avoir là, des armes. Évidemment, il y a plusieurs armes à l'intérieur de ça. Puis, il y a un système de dés aussi qui va vous aider à mitiger votre chance au niveau des dés. Bref, je vous le conseille, c'est un petit bijou qui est très, très, très bien fait. Gascony
Gascony's Legacy, mon coup de cœur pour le mois de mars. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple. Encore une fois, merci au professeur Board Game de nous recevoir dans son coup de cœur du mois de mars. Et ce mois-ci, je vous présente le jeu Distill. Je suis toujours hésitant à acheter des jeux de société qui sont très gros. Quand je l'ai vu passer sur Kickstarter, j'ai beaucoup hésité. Je me suis intéressé à Dom Pierre, qui est sur la thématique de Dom Pérignon, puis faire du mousseux, alors du champagne. Là, c'est plus faire toutes sortes d'alcool dans ce jeu-là. Je suis moi-même un amateur de scotch. Alors, je me suis dit, ça va être intéressant de voir c'est quoi ce jeu-là. Et sur un coup de tête, j'ai acheté le jeu. Et j'ai acheté aussi l'extension qui venait avec. J'ai pas pris de chance. Et je me suis lancé. C'est un jeu qui a un petit aspect push your luck. Vous allez devoir acquérir des cartes, faire des mélanges et vendre vos mélanges ou les faire vieillir pour les vendre plus tard. C'est tout simple. Vous aurez besoin au moins d'un sucre. Alors, une carte qui est un sucre soit de céréales, soit d'une plante ou bien d'un fruit. Et vous devrez ajouter à ça une levure, évidemment, et de l'eau. Et vous devrez brasser le tout et enlever la carte du dessus et la carte du dessous. Pourquoi? Parce que c'est dans les grandes barriques de distillation, on ne garde jamais la portion du dessous où tout s'accumule et la portion du dessus qui est parfois trop forte en alcool. Alors la thématique est assez présente dans Distill. C'est un livre de règles facile à consulter. Franchement, moi qui n'ai pas toujours la patience de lire toutes les règles, j'ai dévoré ce livre-là comme si de rien n'était. Il est bien écrit, il est bien expliqué. Vous allez voir, vous avez un jeu qui vient aussi avec un insert fantastique où il y a de la place pour chaque chose. Même les extensions rentrent dans la grosse boîte. C'est vraiment bien fait. Alors, le jeu a un aspect push your luck, effectivement, mais le jeu a aussi un aspect où vous devrez améliorer votre distillerie. Et là, ça devient intéressant parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est un petit tableau builder, c'est-à-dire vous montez une distillerie qui est plus efficace que celle des autres. Et le but, ce sera de faire vieillir certains alcools pour faire plus de points quand vous allez les vendre, pour leur donner des arômes de toutes sortes qui vous donneront plus d'argent, d'acheter des recettes différentes d'un peu partout dans le monde, d'avoir des bouteilles de collection, des ingrédients plus raffinés qui vont vous donner plus de points et plus d'argent quand vous allez vendre le tout. C'est très, très, très bien fait. J'ai adoré. Et la majorité de mes amis qui sont des gamers, qui n'aiment pas tellement le hasard dans les jeux, ont quand même apprécié le jeu et ont vu tout de suite qu'au-delà du petit push your luck, qui des fois au premier ou au deuxième tour n'est pas super intéressant parce qu'on se dit, mon Dieu, comment je vais arriver à faire quelque chose d'intéressant? Et plus les tours avancent, ça se joue en juste 7 tours, meilleur c'est. Alors, je vous conseille vraiment le jeu Distill. C'est un coup de cœur pour moi ce mois-ci. J'ai même repoussé d'autres coups de cœur que j'ai eus pendant le mois de mars, puis je vous en parlerai un autre mois parce que celui-là, il est vraiment bon. À la prochaine. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel. J'espère que vous passez un super beau week-end de Pâques. Il a été rempli de jeux et de chocolat. Alors, sans plus attendre, mon coup de cœur pour ce mois-ci, c'est le jeu Ginkgo Police. C'est un jeu pas très récent, mais que j'ai redécouvert récemment, de l'auteur Xavier Georges de la compagnie Pearl Games. C'est un jeu qui est difficile à décrire. C'est un jeu dans lequel les joueurs sont comme des planificateurs urbains. On va essayer de développer une cité futuriste qui est comme en harmonie avec la nature. Donc la cité va grandir avec les arbres et s'étendre en surface, mais aussi monter en hauteur. Le thème est plus ou moins là pendant qu'on joue, mais en gros, ça va être du placement de tuiles. Il va aussi avoir de la construction d'engins, du draft de cartes. Un peu de majorité de zones, donc un peu beaucoup de mécaniques qui se sont mélangées, mais qui sont toutes très simples et qui sont bien interconnectées. Donc c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions. On peut aller défaire un peu les quartiers que les autres ont buildés ou essayer d'aller leur voler le contrôle en construisant des buildings un peu plus hauts. Faut surveiller qu'est-ce qu'on envoie aux autres, qu'est-ce qu'on reçoit.
C'est un excellent jeu, là. J'ai joué beaucoup, autant en physique qu'en digital. J'ai joué à solo, à 2, 3, 4, 5 joueurs, puis à tous ces comptes-là, ça marche super bien, là. Bien que je le préfère plus à 2 ou 3. Je trouve qu'il marche super bien à n'importe quel compte. Donc, euh, plus une redécouverte pour moi, mais quand même un bon coup de cœur. Ginkgopolis. À la prochaine! Salut tout le monde, petite vidéo improvisée à la dernière minute parce que je viens de me rendre compte qu'il faut remettre dans très très peu de temps notre vidéo coup de cœur. Ça m'a complètement échappé. Désolé David. Donc, ça fait plaisir d'être là encore ce mois-ci. Et mon coup de cœur, c'est un jeu de cerf-volant qui s'appelle Kites. Donc, un petit jeu simple que j'ai eu à tester pour une chronique et vraiment bien sympa. Jeu coopératif, on travaille tous et toutes ensemble pour faire voler nos cerfs-volants. Comment ça fonctionne? Très très simple. On a des cartes sur lesquelles il y a des couleurs et il y a des sabliers avec ces mêmes couleurs. Donc quand je joue une carte, je dois retourner les sabliers correspondants et l'objectif c'est qu'il n'y ait aucun sablier qui s'écoule avant qu'on ait réussi à jouer toutes les cartes. Donc un petit principe très très simple qui se joue jusqu'à 6, donc ça fait des parties rapides, dynamiques. C'est un peu entre guillemets la même idée qu'un habit. Dans le sens où on travaille ensemble, il faut communiquer. La différence, c'est qu'on joue vite, qu'il y a un sablier, donc il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'arrêt. Puis ça ne joue pas de temps sur la mémoire non plus. Mais bref, bien sympa. Et il y a des variantes pour rendre le jeu un petit peu plus compliqué. Comme par exemple, il y a un événement qui va faire qu'on va devoir donner des cartes à nos voisins, un événement qui fait qu'on ne pourra pas parler, etc. Donc voilà, donc c'est Kites. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous aimez les jeux coop qui se jouent vite, facile, ça prend même pas 2 minutes à expliquer. Donc voilà, c'était mon coup de cœur du mois et sinon, ben, je vous souhaite de belles découvertes avec les coups de cœur qui suivent et comme d'habitude, je salue le professeur Board Game. Salut! Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Steve! Danny. Et Vicky. Et aujourd'hui, on se joint au professeur Board Game et à tous nos amis YouTubers pour vous présenter nos coups de cœur du mois de mars 2023. On a 4 beaux coups de cœur à vous présenter. Donc, on a beaucoup de contenu, fait qu'on va commencer ça rapidement et je vais me donner l'insigne honneur de débuter tout ça parle tout le temps. avec mon coup de cœur du mois de mars qui est Destille. Alors, Destille est un jeu de boisson, fabrication d'alcool. Ouais, et je dois avouer que j'ai fait un tabac avec ce jeu-là. Et c'est pas un jeu de tabac, mais j'ai fait un tabac avec le jeu d'alcool, avec mes groupes d'invités avec qui j'ai joué au jeu, qui ont aimé beaucoup le thème, qui étaient interpellés par le thème et qui ont trouvé le jeu magnifique aussi parce que le jeu, disons-le, est un Kickstarter qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été livré auprès des supporters. Et nous, on a reçu la version retail, la version qu'il y aura en boutique, et elle est aussi belle que la version Kickstarter. Il y a peut-être quelques éléments de moins, mais en gros, vous avez à peu près la même chose, donc des beaux gros jetons, des beaux game trays, comme on aime, un rangement parfait. Le matériel est beau, les illustrations sont belles, et le thème colle parfaitement à la mécanique. J'ai trouvé le livre de règles super intéressant. On apprend plein de choses sur la façon dont on brasse l'alcool. C'est quand même assez compliqué à expliquer. Pas que le jeu est compliqué, mais il y a beaucoup de petits éléments dans les règles. Mais une fois qu'on a fait un premier tour de brassage, après ça, là, on répète ça et ça s'enchaîne bien, ça s'apprend rapidement. Ça coule bien. Exactement. Ça coule bien. Et toutes les personnes à qui j'ai fait essayer le jeu ont vraiment apprécié leur expérience. Oui, c'est un jeu qu'on pourrait dire, mettons, du côté mécanique, c'est pas parfait, c'est pas la grande révolution, mais c'est un jeu qui est le fun, qui est plaisant. J'ai trouvé ça agréable. Il y a un petit volet chance quand on brasse notre alcool parce qu'il faut défausser la carte du haut et la carte du dessous, comme les vrais brasseurs font avec leur alcool. Et c'est sûr que là, il faut essayer de mitiger la chance en rajoutant des cartes là-dedans pour ne pas se faire avoir et ne pas être capable de brasser ce qu'on voulait brasser. Très, très beau jeu, très thématique. Donc, si c'est un thème qui vous interpelle, je vous invite à essayer ça. J'ai assez parlé. Maintenant, autour de Danny. Danny, quel est ton coup de cœur? Ben, professeur Board Game nous a demandé de faire une vidéo, fait que j'ai pensé à son animal de compagnie, son petit chat.
Il s'appelle Clank. Oui! Donc, mon coup de cœur du mois de mars est Clank Catacombe. Clank ont déjà fait 3 jeux, si on ne parle pas des extensions. Il y en avait un dans la thématique médiévale, il y en avait un dans l'espace. On revient dans le médiéval, mais avec beaucoup de nouvelles twists qui amènent du chaos avec Clank Catacombe. Bref, le jeu reste la même chose. On doit aller dans un donjon. Toutefois, le donjon va être vraiment modulable de toutes les manières possibles. C'est le joueur, quand il va aller vers l'extérieur du plateau, qui va décider comment il va placer ses tuiles. Et c'est ça un peu un problème. Quand on place le jeu, on a toujours tendance à le mettre dans le milieu de la table. Ben avec Clank, on ne sait jamais par où ça va finir par aller, le donjon. Et d'habitude, on mettait des artefacts de valeur croissant. Dans ce jeu-là, dépendant de la tuile qu'on va mettre, il peut y avoir un +1, +2 qui va faire qu'on va aller chercher vraiment le meilleur artefact avant la fin de la partie ou vice-versa, un artefact moins fort. Et ma pièce du jeu préférée, on l'a vu au moins à 3 reprises dans nos parties, Nicole et moi, c'est qu'il y a certains personnages que lorsqu'ils arrivent dans le marché, parce que c'est un deck building avec un marché qu'on peut acheter des cartes, les tuiles peuvent tourner. Donc, quelqu'un qui est au-dessus de ses affaires puis qui fait « Je m'en vais vers une fin glorieuse avec tous mes artefacts, j'ai tellement de points. » Oups, ta pièce vient de tourner, puis là, tu as vraiment besoin de faire un gros détour avant de te rendre. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Quelqu'un qui a vraiment de misère puis que sa partie va pas bien, si une tuile tourne de bord, là, ça vient de m'aider vraiment beaucoup. Le chemin est plus court. Donc, Clank Catacombe est mon coup de cœur du mois de mars. Oui, et je l'ai essayé, puis j'avoue que j'ai trouvé que c'était une belle twist au jeu Clank. Vraiment le fun. Ouais. Je suis jaloux. J'aurais aimé l'essayer. Ça viendra. Appelle-moi. Reste en ligne. On poursuit ça. On poursuit ça avec le coup de cœur de Steve, qui est... Mon coup de cœur, Skymine. Hein, Steve? Un gros euro, ta barouette. Oui, vraiment. Puis, rappelle-moi le nom du jeu qui remplaçait déjà. Mombasa. Mombasa, que j'ai détesté pour mourir. Eh oui. Puis, l'affaire, c'est que j'ai joué avec toi, Jeff, puis quand tu me dis, c'est un remake, j'ai fait... non. Il y a un petit haut le cœur. Un petit haut le cœur, je dis, OK, mais je vais l'essayer. Puis, agréablement surpris, j'ai eu du plaisir. Donc, un jeu où il y a comme un astéroïde et on encourage des corporations à s'étendre leur mainmise sur l'astéroïde. Et là, on achète des actions sur chacune d'elles qui va faire un genre de multiplicateur. Et fait que vraiment, quand on voit qu'un commence à trop investir dans une corporation, ben là, on peut utiliser une autre qui va gruger un peu sur celle-là. Puis il y a vraiment une belle twist là-dessus. Et aussi le petit board de recherche qui te permet encore là de faire un genre de track de scoring que plus tu avances. Puis vraiment, tout s'emboîte bien. Il est fluide. Je trouvais que l'autre était plus difficile à suivre quand j'avais joué ma partie. Celui-là, non, il est vraiment... mieux intégré. Les éléments sont mieux intégrés. Tu as raison. C'est ce que j'ai trouvé moi aussi. Le look est super beau, puis tu as un petit deck building en plus. Non, il y a plusieurs mécaniques que j'aime bien. C'est pour toutes ces raisons que Skymine est mon coup de cœur du mois. Tout à fait. Puis juste dire qu'il est très modulable. Ça aussi, c'est le fun. Oui, c'est vrai. Toi, Steve, on a joué du côté astéroïde. Moi, j'ai joué aussi du côté lune, qui est le côté de base, avec des éléments différents, des règles légèrement tweakées. Ce qui fait que. Puis il y a beaucoup d'autres modules que on n'a pas encore eu le temps d'essayer, Steve, là. Mais il y a plein de petits modules intéressants. Et beaucoup d'interactions aussi pour un jeu euro, c'est le fun parce qu'on veut voir ce que les autres font, puis on chicane un petit peu l'espace sur la planète. Vraiment le fun. Ouais, vraiment, j'ai adoré. Oui, moi aussi, beaucoup aimé. Merci, Steve. Et on est maintenant rendu au dessert. On a gardé Nicole pour le dessert avec Nicole. Nicole, tu le sais, un jeu que je veux tellement jouer. J'ai tellement hâte qu'on se fasse une journée. Vas-tu vendre le punch? Tu sais, une journée de filles? Non. Une journée de filles. Une journée de Feld. Alors, Nicole, quel est ton coup de cœur? Bien, mon coup de cœur du mois de mars, c'est le nouveau jeu de Feld, le tout nouveau, parce que là, récemment, les gens en ont vu passer 4 nouveaux. Les 3 premiers, ce sont des rééditions de vieux jeux de Feld, mais le 4e, Marrakech, celui qui est mon coup de cœur du mois de mars, est complètement nouveau. Donc, évidemment, Feld demeure Feld, c'est-à-dire qu'on est encore dans un jeu où il y a un petit peu de chance, on aura une tour à dés.
où on va y glisser non pas des cubes, mais des petits cylindres là, appelés dans le jeu des keshi, le lien avec Marrakech. Et à partir de là, on va pouvoir sélectionner différentes actions là, dans notre district de ville pour développer notre influence, soit au niveau plutôt religieux ou encore au niveau plus politique là, au palais. Donc, ce qui est intéressant dans le jeu, outre la tour un peu à dés, c'est qu'il y a une sélection d'actions simultanées. Donc, tout le monde a son petit paravent avec les mêmes choix d'actions au départ, mais tout le monde va les choisir à un moment ou à un autre dans la partie, qui fait en sorte que la sélection d'actions disponibles et la bonification des actions va être différente à chaque manche, à chaque tour, à chaque partie. Bref, super belle rejouabilité. C'est encore une salade de points, c'est-à-dire qu'il y a plein de C'est choses. ça ma question. Je ne l'ai pas essayé, mais souvent c'est ça. Des gens, les faire d'habitude, tu ne sais même pas par où commencer parce qu'il y a tellement d'options. C'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Il ne fait pas exception à la règle, évidemment. Puis évidemment aussi, la petite touche de hasard fait en sorte que tu voudrais bien faire telle chose avant telle chose, mais finalement, ça se peut que les petits cubes ou les keshi, les petits cylindres ne sortent pas de la tour à dés comme on le veut. Donc, ça peut changer nos plans. Mais il y a toujours moyen de se refaire. C'est pas un jeu qui est hyper pénalisant à ce niveau-là. Il y a tout le temps différentes options là, qui sont possibles. Donc, il y a moyen de réarranger ces choses si jamais le hasard n'est pas de notre côté. Je l'ai essayé à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Ça se joue très bien. C'est quand même fluide. Les explications sont un petit peu longues au début parce qu'il y a beaucoup d'options, évidemment. Mais comme ça revient toujours, à un moment donné, on fait un tour de table puis déjà, on est prêt. Là, on comprend déjà la mécanique derrière. C'est beaucoup plus facile là, de s'y remettre. Et il est très coloré, très, très coloré. Et que oui. En fait, les 4 nouveaux faits sont très colorés. Ouais. Ce qui change du beige habituel. Et que oui, on se le faire dire, c'est ça qui arrive. Il a dit là, attends, t'es bien. Écoute, il a embauché quelqu'un chez Cisco parce qu'il a tout inspiré pour ce jeu. Super. Hey, merci beaucoup pour vos coups de cœur. Et on va prendre quelques secondes juste pour vous dire qu'on sera prochainement au 12 heures ludique qui aura lieu le 20 mai 2023. C'est au profit de la Société canadienne de sclérose en plaques. Et nous 4, de la chaîne Les Deux Pieds, on sera là. Danny et Nicole animeront pour Hilo. Moi et Steve, on sera là en tant que joueurs. Et ça va nous faire plaisir de jouer avec vous. N'hésitez surtout pas à venir nous voir et à nous tirer par la manche pour venir jouer une partie de n'importe quoi avec vous. Sinon, on va s'imposer. On va aller jouer avec vous autres. Ouais, nous autres, on arrive sur une table et on joue. On s'incruste. Excellent. Fait qu'il reste encore des billets à vendre. Vous avez la page web ici, puis achetez vos billets. Donc, ça vaut la peine, c'est pour une bonne cause. Sur ce, merci beaucoup, Danny, Nicole et Steve. Ciao. Et on dit à la prochaine, tout le monde. Bye! Bye bye! Salut tout le monde! Bonjour, mes Magna Romain Stevens. Merci Dave de m'accueillir dans le coup de cœur parce que là, j'ai vraiment un beau coup de cœur à vous présenter. Pas beau, là, vous le savez, hein, moi, l'esthétique d'un jeu, ça m'importe peu. Celui-ci particulièrement parce que ça a l'air d'un clochard. Il s'agit de The End of the Triumvirate. Et là, vous me dites, quoi, un jeu à 6.8 sur 10 sur BGG qui date de 2005, 3 joueurs seulement. En plus, qui est brun et qui est beige, il gagnerait définitivement là, la palme d'or de 50 Shades of Brown and Beige. Oui, je vous l'accorde, mais il gagnerait aussi la palme d'or d'un des meilleurs jeux à 3 joueurs que j'ai pu jouer dans toute ma carrière ludique. C'est un jeu, en fait, de contrôle de territoire où est-ce qu'on va se chiconer, hein, on va aller s'arracher des territoires, soit parce qu'ils produisent qu'est-ce qu'on veut, soit à cause de l'action hein, qui va nous permettre de faire, ou tout simplement parce qu'il faut absolument agir, parce que sinon le prochain joueur qui joue gagne là, au prochain tour. Parce que oui, il y a une tension continuelle dans ce jeu-là. Et ça par le biais des trois différentes conditions de victoire, soit une victoire par compétences, hein, on clenche les 2 différentes pistes de compétences, soit victoire militaire, hein, on appose nos 9 cylindres de contrôle sur le plateau, ou politique avec le consul, les sénats, bref, je vous épargne les détails par rapport à celui-là, mais c'est un jeu qui m'a renversé. Il y a une expression en anglais qui dit « a knife fight in a phone booth »,
booth, et c'est vraiment, vraiment le cas, là. Ici, on va vraiment, vraiment se rentrer dedans dès les premiers tours de jeu. Il y a déjà une tension qui est là parce qu'il y a déjà une possibilité qu'un joueur puisse aller chercher la victoire et on continue comme ça, là, on s'arrache des mains là, les différentes opportunités jusqu'à temps qu'on puisse tirer notre épingle du jeu et que personne nous a vu venir. Il y a une satisfaction derrière ça, derrière la victoire, mais aussi derrière la défaite parce qu'on se dit « Wow, je l'avais pas vu venir, good job! Hein? » On salue en fait l'ingéniosité des autres joueurs, le génie des autres joueurs, dis-je. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce jeu-là parce que oui, il y a cet élément-là, mais il mixe tellement bien aussi. Jeu euro, un petit peu de wargame, contrôle de territoire, et on sent pas qu'on est en train vraiment de jouer à un wargame. On sent qu'on est en train de jouer vraiment à un jeu de gestion, là, où est-ce qu'on va devoir se tirailler hein, pour toutes les ressources, les petits peu de trucs qu'on peut avoir. Si vous êtes un designer de jeu, allez voir ce jeu-là là, pour son élégance, pour sa profondeur aussi, mais aussi parce que c'est juste un excellent jeu à 3 joueurs, ceux qui accordent incroyable. Puis si vous n'êtes pas designer de jeu, allez visiter ce jeu-là. Super pas cher dans l'usager. Bref, super belle perle. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Bonjour chers amis joueurs, ici LP. Bienvenue à ce petit segment coup de cœur dans lequel je te présente mon coup de cœur pour le mois de mars 2023, c'est-à-dire Eleven, qui est un jeu de gestion où on va gérer une équipe de football européen ou, comme on l'appelle en Amérique du Nord, une équipe de soccer. Fait qu'on va choisir une équipe en début de partie, on choisit une couleur d'équipe en fait. Les autres joueurs vont faire la même chose. Il y a un très bon mode solo aussi à l'intérieur. Il y a même une campagne solo. Il y a une petite extension qui amène une campagne solo. On va tenter d'amener notre équipe de la 3e à la première division, devenir les champions de cette division-là. Très intéressant. Puis, une fois qu'on va avoir notre équipe, les autres joueurs vont l'avoir, on va se faire donner quelques encadrés en début de partie qui sont les directeurs de notre équipe. Ça va donner une orientation thématique à l'équipe. Est-ce qu'on est plus concentré sur les fans, sur l'argent, sur les joueurs, etc. On va avoir un plateau où il y a notre stade, les panneaux publicitaires, les stades pour les fans, les différentes améliorations d'entraînement de terrain, de facilités, de facilities qu'on va avoir pour les joueurs. On a un plateau pour notre terrain de soccer en tant que tel, où on va positionner les joueurs pour les parties, on va avoir à comparer les valeurs de nos joueurs avec les valeurs de l'équipe adverse contre laquelle on va jouer pour savoir combien de buts on marque, etc. Et on a un plateau de gestion personnelle sur lequel on va placer les différentes cartes qu'on va aller chercher pendant la partie. On a différentes pistes de ressources, il y a 4 ressources dans le jeu qui servent à différentes choses. Il y a beaucoup de choses, c'est quand même un jeu assez lourd au niveau des règles. Il est relativement facile à comprendre, mais il y a beaucoup de petites choses qui se passent. Fait que c'est le genre de jeu très euro, où on va avoir à gérer beaucoup de ressources. On va avoir à gérer des cartes qu'on va recruter, qui vont nous donner différents bonus. On va avoir à gérer nos ressources. C'est peut-être l'aspect que je trouve le plus intéressant du jeu. Est-ce que je veux me concentrer pour avoir beaucoup d'argent? Ça me permet d'engager des meilleurs joueurs, ça me permet d'engager des entraîneurs, ça me permet d'améliorer mon stade. Mais si j'ai des fans, les fans, c'est la ressource qui me permet de relancer les différents dés que je vais avoir à lancer dans le jeu. Il y a 2 parties importantes où je vais avoir à lancer des dés après les résultats des parties. Est-ce que j'ai des joueurs qui se blessent? Est-ce que j'ai des cartons, etc. à chaque partie qui va jouer? Fait que si j'ai beaucoup de fans, je peux relancer les dés puis améliorer les résultats de mes parties. Je vais avoir une ressource de gestion physique, une ressource que si j'améliore beaucoup cette ressource-là, ben ça me permet d'activer des habiletés spécifiques que mes joueurs vont avoir sur le terrain. Ça me permet d'habiller plus de joueurs spéciaux sur le terrain, de déployer davantage de joueurs spéciaux sur le terrain. C'est très important. Et j'ai une autre ressource qui est l'espèce de ressource de management où elle va me permettre d'entreprendre des actions bonies. Il y a 3, grosso modo, il y a 6 tours de jeu. Il y a une partie, une phase de production de ressources, puis 3 actions par tour de jeu. Mais chacune des actions peut être doublée d'une action gratuite si je dépense suffisamment de ressources de management. Fait que je pourrais avoir potentiellement 6 actions dans un tour de jeu plutôt que d'en avoir 3. Fait que cet équilibre-là à gérer les différentes ressources, en plus d'avoir beaucoup de cartes qu'on peut aller chercher pour améliorer notre équipe, des entraîneurs, des psychologues sportifs, des dépisteurs, des spécialistes d'analyse vidéo, etc. Il y a tout plein de cartes qu'on peut aller chercher, il y a plein de commanditaires qu'on peut aller chercher à l'intérieur du jeu. Bref, je n'entrerai pas dans le détail de toutes les règles, je suis déjà à près de 3 minutes dans un coup de cœur de 2 minutes, mais te dire que tu as vraiment l'impression de gérer une équipe sportive avec toutes les complications qu'il peut avoir. Il y a une phase d'événement qui est intéressante. Dans un système euro quand même bien fait, son seul défaut, c'est que le round où il y a une partie qui se joue en tant que telle, c'est un petit peu difficile à comprendre au début, on finit par s'y retrouver, mais c'est pas facile à apprivoiser au début. Mais sinon, très bon jeu euro, des jeux de gestion d'équipe sportive, il n'y en a pas tant que ça. Celui-là le fait bien. En plus, il y a un mode solo très intéressant avec un mode campagne qu'on peut faire si ça nous intéresse. Donc, mon coup de cœur pour mars, dis-je, Eleven. Bonjour à tous, mon nom est La Flèche.
et je suis ici pour vous présenter mon coup de cœur du mois de mars. Je tiens tout d'abord à remercier David de permettre à un membre de sa communauté Patreon de vous partager son coup de cœur en compagnie d'illustres collaborateurs. Malheureusement, mon coup de cœur n'est pas un jeu que je possède. C'est un jeu qui s'est hissé récemment au numéro 1 sur BGG et j'ai nommé Brass Birmingham. Brass est un jeu de 2018 pour 2 à 4 joueurs. Des auteurs Martin Wallace, Matt Tolman et Given Brown. Il est magnifiquement illustré par notre duo d'artistes québécois favoris, connu sous le nom de Mr. Cunnington. Brass est un jeu de stratégie et d'économie qui raconte l'histoire d'entrepreneurs concurrents à Birmingham pendant la révolution industrielle au 18e siècle. Le plateau représente une carte de cette région durant cette époque. Les villes présentes peuvent accueillir certains types d'usines. Chaque joueur possède un plateau personnel dont sont disposées les tuiles d'usine. Mines de charbon, aciéries, filatures de coton, des manufactures, des usines de céramique et des brasseries. Car oui, la bière est importante dans ce jeu. Elle n'est pas là pour être consommée et surtout pas pour être renversée sur le plateau de jeu. Elle sert de monnaie d'échange pour l'exportation et la vente de nos productions. Comme tout bon jeu économique, nous allons bâtir notre réseau et relier les villes entre elles. Pour cela, durant la première moitié de la partie, nous utiliserons des canaux. Puis, durant la seconde moitié, nous les remplacerons par des chemins de fer. Dans Brass, les points de victoire correspondent à l'industrialisation. Les canaux et les rails rapportent des points de victoire, tandis que les usines rapportent des points uniquement quand elles peuvent produire, et les mines uniquement quand elles peuvent acheminer les ressources extraites aux usines. Pour gagner la partie, il suffit de marquer le plus grand nombre de points de victoire qui sont comptés à la fin de chaque ère, à l'ère des canaux et puis à l'ère du chemin de fer. J'ai bien aimé mon expérience sur ce jeu. Il possède plusieurs éléments que j'adore dans un jeu de société. C'est un jeu qui demande de s'adapter constamment. Il faut être à l'affût et profiter au maximum des opportunités. Par exemple, mon adversaire a relié la ville de Stone au marché du coton. Je vais donc en profiter pour y construire une usine de filature de coton et y vendre ma production. Et profiter par la même occasion des barils de bière disponibles, car pas de bière, pas de vente. Je peux tout aussi bien tenter une stratégie inverse et construire plusieurs canaux et chemins de fer pour y desservir le plus grand nombre d'usines possible, ce qui peut être une source de points de victoire non négligeable. L'argent est une ressource assez serrée dans Brass. Ça coûte cher bâtir des usines. Il ne faut donc pas hésiter à emprunter à la banque, malgré le fait que ça fait baisser nos revenus. En parlant d'argent, il y a un aspect intéressant du jeu qui fait que lorsqu'on dépense notre argent, on l'accumule sur l'effigie de notre personnage. Et c'est celui qui aura dépensé le moins qui sera le premier joueur pour le tour suivant. Ce n'est pas très instinctif, on a toujours le réflexe de rendre l'argent à la banque, mais c'est une twist bien efficace. Bref, Brass Birmingham est un jeu hautement interactif. Tactique, stratégique et la rejouabilité est assurée par les joueurs car les opportunités qui nous sont offertes seront toujours différentes à chaque partie. Il y a également la disposition des marchés sur le plateau de jeu qui sont disposés de façon aléatoire lors de la mise en place. Ce fut mon coup de cœur du mois de mars. Je vous le recommande chaudement. Merci à vous pour votre écoute et maintenant, à toi David. Bonjour tout le monde, Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur du mois de mars. Alors, énormément de gros jeux joués dernièrement, des excellents comme Tiletum, mais ça sera un jeu québécois qui va avoir retenu mon attention et il arrive en boutique ce mois-ci. Donc, c'est un jeu que je vous ai présenté sur Kickstarter il y a déjà un petit bout de temps. C'est bien sûr le fameux Hertz, qui est un jeu de Maxime Tardif, d'un concepteur québécois et d'un éditeur canadien avec Connor McGoey chez Inside Up Game. Il a été repris en français avec Lucky Duck Game. Ça arrive
au Québec, au Canada dans les prochains jours. C'est un jeu de engine building dans la thématique de la Terre, dans lequel donc on va avoir à construire une île de 4x4 en cartes. Et on va comme ça essayer de faire un maximum de points de victoire en attirant des animaux. Donc on a une course au point avec des objectifs communs, mais également une belle synergie de cartes excessivement efficace. De nombreuses cartes. Tout ça à une thématique qui nous permet d'apprendre un peu plus sur la nature. Bref, c'est vraiment génial. Des tours en simultané, c'est rapide, c'est intelligent. C'est vraiment pas pour rien que c'est présentement numéro 1 sur BGG. Même nos amis de Dice Tower lui ont mis une note de 10 sur 10, donc un jeu parfait. Presque. Alors, c'est à découvrir, ceux qui ne connaissent pas, donc ça s'en vient très très prochainement en boutique. Et j'avais eu la chance de faire ma vidéo du prototype de Kickstarter il y a presque 1 an. Et on va rencontrer Maxime en entrevue de l'autre côté du plateau, donc dans mon podcast. Alors, bref, content de savoir que l'univers ludique québécoise rayonne sur la scène internationale encore une fois. Et c'est une grande réussite. Alors Maxime, bravo et très content de voir ce projet-ci arriver. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler avec Hertz. Alors c'était mon coup de cœur du mois. David, c'est à toi. Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois de mars 2023, j'y vais moi aussi comme Martin avec le jeu Earth. Donc j'ai eu la chance de découvrir dans le mois de mars avec l'auteur lui-même, donc Maxime Tardif, qui est venu chez moi pour me montrer le jeu. Donc ça a été super le fun de découvrir le jeu de Maxime, ça fait longtemps qu'il m'en parle, ça fait longtemps qu'on échange sur évidemment le sujet, la création de son jeu. J'avais vraiment hâte d'y jouer parce que c'est un jeu qui est vraiment dans mes cordes, donc c'est un jeu de construction de moteurs, construction de tableaux de cartes, d'action simultanée, de gestion de ressources et surtout de combos. Donc c'est un jeu qui fait beaucoup des combos et on est tout le temps investi dans le jeu parce qu'il n'y a pas vraiment de temps mort vu que c'est un jeu qu'on fait des actions simultanées. Donc le joueur actif va sélectionner une action pour tous les joueurs et tous les joueurs vont faire cette action-là. Ils vont activer ensuite tous les pouvoirs qui sont de la même couleur que l'action avec les cartes qui sont dans leur tableau personnel. Fait qu'on peut vraiment se construire des combos qui sont totalement pétés dans ce jeu-là. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a une façon de scorer qui va être différente à chaque partie parce qu'on va justement avoir des cartes d'objectifs qui sont pour la partie et des cartes qu'on va sélectionner aussi en début de partie qui sont propres à nous. Et ces cartes-là vont vraiment nous dire comment on va jouer notre partie. Est-ce que dans cette partie-là, certains symboles vont être importants? Est-ce que dans cette partie-là, ça va être important de regarder ce que je vais mettre dans mes colonnes ou dans mes rangées, dans mon tableau de cartes parce que certains symboles ou certaines couleurs d'habileté vont scorer ensemble. Donc, vraiment une énorme variété. Pour ceux qui aiment les jeux avec beaucoup de rejouabilité, c'est un jeu qui est vraiment fort dans ce département-là, vu la configuration des objectifs puis la quantité qu'on va avoir. Donc, c'est vraiment ça qui va dicter ce qui est bon pour la partie puis ce qui va être intéressant. Et après ça, ça devient un gros casse-tête d'optimisation. C'est un jeu aussi qu'on a beaucoup de cartes qu'on va piocher. On va beaucoup rouler les cartes qu'on va avoir dans nos mains pour essayer de trouver justement lesquelles vont être les plus bénéfiques pour la partie avec les objectifs et les variables qui sont en jeu. Donc, vraiment adoré mon expérience. J'ai joué déjà une dizaine de parties de Earth, dont certaines sur Board Game Arena. On remercie d'ailleurs Guillaume qui a fait l'adaptation sur Board Game Arena, qui est vraiment à la coche, comme on dit au Québec. Donc, vraiment une belle découverte. J'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Ça devrait arriver prochainement en français. Donc là, les copies anglophones ont été distribuées, mais on attend encore les copies francophones qui devraient arriver d'ici quelques semaines. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'avril 2023, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Starship Captains. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu coup de cœur pour le mois de mars 2023? Vous nous écrivez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez aussi pour 5$ sur notre page Patreon, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Encore une fois, un gros merci à mes collaborateurs et collaboratrices qui ont pris le temps de participer aux vidéos coup de cœur pour partager leurs belles découvertes avec vous. Donc, c'est toujours un plaisir de voir ce qu'ils ont à nous présenter. Donc, on se revoit le mois prochain pour une autre sélection coup de cœur. D'ici ce temps-là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Clank. T'es une blette, mon chat.